Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 octobre 2020, je suis Sarah Menahi, vous écoutez Flash Foot. Hier soir, j'étais comme vous, à 20h devant ma télé. Françaises, Français, mes chers compatriotes. La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai. Voilà, c'est reparti pour un tour, mais cette fois, on ne laissera pas le sport professionnel tomber. Cette fois, on va se reconfiner, mais on pourra regarder du foot. Et ça, c'est déjà une petite victoire. Les nouvelles mesures de confinement annoncées hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron, ne seront pas synonymes de coup d'arrêt brutal pour le sport professionnel en France. On ne fera pas deux fois la même erreur. Dans la nuit, Roxana Maracineanu a annoncé devant l'Assemblée nationale que les compétitions sportives professionnelles se poursuivront dans les prochaines semaines. C'est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s'entraîner. Et ils pourront aussi faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés. Ligue 1 et Ligue 2 sont donc épargnés. Soulagement au sein des clubs et des associations très lourdement touchés déjà par l'arrêt des compétitions en milieu de saison dernière. En revanche, c'est le sport amateur qui va trinquer. Les déclarations d'Emmanuel Macron signifiant l'interdiction des déplacements d'une région à l'autre et l'interdiction des rassemblements publics laissent à penser avec inquiétude que les compétitions vont être suspendues pendant au moins un mois. On pense à eux, aux employés et aux licenciés de nos 20 000 clubs amateurs partout en France pour qui le sport est si important, synonyme de lien social, de partage, sas de décompression, bulle pour s'aérer l'esprit et se maintenir en forme. Ils en seront privés pendant au moins 4 semaines. On leur souhaite bon courage. Allez, on passe à notre tour des clubs. Mais que se passe-t-il à Angers ? Depuis quelques mois, malheureusement, le SCO fait plus la une de la rubrique faits divers que celle des sports. Poursuivi pour différents faits d'exhibition sexuelle. Ce matin, le joueur du SCO, Farid El Melali, a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis, accompagné d'une obligation de soins psychiatriques. S'ajoute à cela 2 000 € d'amende. Hier, c'est Stéphane Bauken qui, devant le tribunal correctionnel d'Angers, était condamné à 2 peines de prison avec sursis et 2 amendes. L'attaquant du SCO, poursuivi pour des faits de violence conjugale, a écopé de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 2 000 €. Au même moment, il comparaissait dans une autre affaire, une infraction au code de la route qui date de cet été. Pour celle-ci, Bauken a été puni de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 6 875 € et d'une suspension de son permis de conduire pendant 3 mois. À Bordeaux, libre de tout contrat et mis à l'essai depuis plusieurs semaines à Valenciennes, le jeune latéral formé au Girondins Théo Pelnard s'est officiellement engagé avec le club de Ligue 2. Là-bas, Pelnard retrouve Jérôme Prior et Cécile Almeida, entre autres d'anciens coéquipiers bordelais avec lesquels il avait remporté la Gambardella il y a 7 ans. À la recherche d'un 3e gardien, Brest aurait enfin trouvé un terrain d'entente avec Moise Hassen. Promis à un bel avenir à ses débuts à l'OGC Nice, Hassen n'a toujours pas confirmé avec des passages souvent décevants à Southampton, à Châteauroux ou même dernièrement au Cercle de Bruges. Le gardien international tunisien présent à la Coupe du Monde 2018 en Russie a perdu peu à peu sa place de titulaire dans les cages de la sélection. Alors il faut dire que depuis son opération à l'épaule qu'il avait éloigné des terrains pendant 4 mois, le portier a eu malheureusement beaucoup de difficultés à retrouver son niveau. Depuis mi-septembre, il s'entraîne donc avec le groupe brestois. Il devrait s'engager pour 2 saisons dans les prochaines heures maintenant. Le DFCO se prépare à un déménagement. Dijon va quitter les Pousseaux. Les travaux du futur centre d'entraînement se poursuivent. Au printemps, le club déménagera donc du côté de Saint-Apollinaire dans un centre d'entraînement ultra moderne et fonctionnel situé à 3 km du stade Gaston Gérard. Sur les 14 hectares à sa disposition, le DFCO fait construire un bâtiment de plus de 3000 m², 3 terrains d'entraînement. Les joueurs auront plus d'espace dans les vestiaires, dans la salle de muscu ou encore dans l'espace kiné. Et en dépit d'avoir un nouveau stade à elle, l'équipe féminine devrait elle rejoindre le site à la rentrée. C'était dans l'air depuis une semaine et l'annulation du match entre Lens et Nantes le week-end dernier, c'est aujourd'hui officiel. Annulation aussi du déplacement des Lensois au Vélodrome, initialement prévu vendredi soir en ouverture de la 9e journée. À Lens, 11 joueurs et 7 membres du staff sont toujours touchés par le coronavirus. La rencontre se tiendra à une date ultérieure, a précisé la LFP dans un communiqué.
Ce soir, 18h55, dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupe de Ligue Europa, Lille reçoit le Celtic Glasgow. Pour cette rencontre, l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, a à sa disposition l'intégralité de son groupe et devrait procéder à un léger turnover avant de défier l'OL dimanche en Ligue 1. Benjamin André, Renato Sanchez et Burak Yilmaz devraient débuter sur le banc. Je vous donne tout de suite la compo probable du LOSC, avec un Mike Maignan dans les cages, Celik couloir droit, Reinildo couloir gauche, une charnière en forme, José Fonte, l'excellent Sven Botman. Au milieu, on devrait retrouver Cheka et Soumaré, Youssouf Yazici en 10. Sur les ailes, Loïs Araujo et Jonathan Iconé. Et devant, Jonathan David, seul en pointe. À Lorient, Vincent Le Goff et Mathieu Saunier ont retrouvé le chemin de l'entraînement. En individuel pour Le Goff, avec le groupe pour Saunier. Mais ces deux-là sont d'ores et déjà forfaits pour le déplacement à Dijon, prévu dimanche à 15h. Pierre-Yves Hamel, lui aussi, sera absent ce week-end en raison d'une accumulation de cartons jaunes. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Alexander Seferin. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. C'est le président de l'UEFA qui s'est exprimé au sujet de la Super League européenne, ce projet de ligue fermée ou semi-fermée qui date, mais qui revient de plus en plus fréquemment sur la table et vient frontalement concurrencer la Ligue des Champions et la Ligue Europa organisée par l'UEFA. Du coup... No! God, please, no! No! Eh oui, du coup, l'UEFA s'oppose fortement à une Super League, a martelé hier Alexander Seferin, président de l'instance européenne. Un rappel qui survient au lendemain de la déclaration de Josep Maria Bartomeu, qui, au moment de démissionner de la présidence du Barça, a annoncé que le club catalan avait accepté de participer à une future Super League européenne. Il officialisait ainsi l'existence de ce projet réservé donc aux grands clubs européens. Vous savez quoi, je vous explique tout mardi, enjeux sportifs et bien sûr financiers de ce projet dans notre rubrique éco. Allez, on reprend notre tour des clubs. Il s'agirait dimanche de rompre le mauvais sort pour les Lyonnais qui se déplacent à Lille. Repartir de Pierre Mauroy avec les 3 points n'est jamais chose facile. Depuis 2012 et le déménagement des Dogs dans leur nouvelle enceinte, l'OL s'est déplacé 8 fois à Lille pour un bilan d'une victoire, 4 matchs nuls et 3 défaites. Le dernier succès lyonnais à Lille remonte au 18 novembre 2016, victoire 1-0 grâce à un but de Maxwell Cornet. Alors non, le vent du Nord ne réussit pas aux Lyonnais. Cette année, en plus, les hommes de Christophe Galtier sont toujours invaincus en Ligue 1 et pointent à la 2e place du classement à égalité de points avec le leader parisien. Si depuis 1 an et demi, André Villas-Boas peut se vanter d'avoir le soutien de son vestiaire, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Parce qu'au-delà de la défaite mardi soir face à Manchester City, c'est l'état d'esprit affiché par les Marseillais qui inquiète. Les joueurs d'AVB ont semblé jouer à reculons, comme s'ils avaient peur, ou pire, qu'ils ne croyaient absolument pas en ce qu'ils faisaient. Alors aujourd'hui, en interne, certains des choix du coach portugais, et notamment celui de jouer mardi en 3-5-2, feraient sérieusement grincer des dents. En quête d'un attaquant, depuis la grave blessure d'Ibrahima Niane, Metz a trouvé son joker, le Toulousain Aaron Leia Iseka. Un accord a été conclu tard hier soir. L'ancien Marseillais a l'occasion, à 22 ans, de lancer sa carrière en Ligue 1. Et dans le sens des départs, c'est Geronimo Poblete qui quitte le club. Prêté 2 ans de suite dans son pays d'origine, au Chili, Poblete a officiellement quitté le club messin aujourd'hui. Il s'est engagé avec les Chiliens du Deportes La Serena en première division. Arrivé il y a 3 ans, Poblete ne se sera donc jamais imposé en Moselle. Il y a disputé 27 matchs de championnat. À 27 ans, Poblete retourne donc en Amérique du Sud. D'après les informations de 2 journaux brésiliens, les Corinthians de Sao Paulo auraient fait une offre de prêt à l'AS Monaco pour Jamerson. Le club brésilien aimerait se faire prêter le défenseur jusqu'en juin 2021, date à laquelle son contrat sur le Rocher expire. Il est encore possible pour les clubs brésiliens de recruter puisque le marché international se termine dans 2 semaines, n'entrant pas du tout dans les plans de Niko Kovac. Le défenseur, aux plus de 150 matchs en rouge et blanc, n'a disputé aucun match depuis le début de saison et pourrait donc retourner dans son pays natal. Cauchemar dans l'Hérault. En plus des absences d'Arnaud Souquet, de Vitorino Hilton, de TJ Savanier et de Damien Le Tallec, tous les 4 suspendus, Jonas Homelin et Milailo Ristic sont officiellement forfaits pour le déplacement des Montpelliérains dimanche 13h sur la pelouse de Saint-Étienne. Pour le portier suisse, les examens ont révélé une blessure aux ischio. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée. Et pour le latéral gauche bosnien, s'il a repris la course, il n'est pas apte encore à la compétition.
Quant à Pedro Mendes, testé positif au Covid il y a plus de 10 jours maintenant, il a été retesté hier. Les résultats sont attendus pour savoir s'il peut officiellement reprendre avec le groupe. Alors après la défaite dans le derby et la gifle reçue le week-end dernier, les choses ne s'arrangent vraiment pas pour Montpellier. Il aurait fêté ses 73 ans. Légende parmi les légendes, Henri Michel nous a quittés il y a 2 ans maintenant et le FC Nantes a annoncé du coup l'inauguration d'une statue à sa mémoire dans la cour d'honneur de la Beaujoire. Et s'il y a bien une personnalité qui fait l'unanimité à Nantes, c'est bien l'ancien joueur des Canaries et ancien sélectionneur des Bleus. Et pourtant, cette annonce de statut déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que l'inauguration se fera sans supporters, en privé, à un endroit que la plupart des supporters nantais ne connaissent même pas et dont ils n'auront pas accès. Même en voulant bien faire, Valdemar Kita n'y arrivera pas. Sévèrement corrigé la semaine dernière sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Nice a l'occasion de se rattraper ce soir à la maison face à l'adversaire le plus faible de ce groupe, c'est l'Hapoel Beersheva. Nice pourrait se présenter en 3-5-2 ce soir face aux Israéliens. La compo probable de Patrick Vieira pour ce match, avec un Walter Benitez dans les cages, le retour de Youssef Attal piston droit, Hassan Kamara côté gauche, une charnière Nzoki Dante Pelmar, un milieu à 3, Claude Maurice, Morgan Schneiderlin et le jeune Hicham Boudaoui, et un duo Dolberg-Guiri devant. Avant de refermer cette page, on voudrait aussi aujourd'hui avoir une pensée pour les victimes de l'attentat de Nice ce matin. On pense bien sûr à eux et à leurs familles. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La Reco Culture Foot. La Reco Culture Foot. Culture Foot. Chaque semaine, on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre sorti hier aux éditions Amphora. Ça s'appelle « Les plus grands managers du sport se confient ». C'est un livre écrit à 6 mains et pour cause, 576 pages, près de 30 entretiens, 10 sports évoqués. L'un des co-auteurs à la base du projet est avec nous, Philippe Rodier. Bonjour Philippe. Bonjour Sarah. La construction du livre est assez particulière. Ce sont de gros chapitres divisés en entretiens, eux-mêmes subdivisés en sous-entretiens, si je puis dire. Rien de péjoratif à cela. On était parti sur plusieurs entretiens au départ. On ne pensait pas arriver jusqu'à une trentaine, pour être franc. Et le truc, c'est qu'on s'est dit qu'à un moment donné, de mettre des managers, des entraîneurs, c'est bien. Mais autour des sportifs, autour des clubs de sport, il y a d'autres rôles qui gravitent et qui sont essentiels aussi. On aurait aimé avoir des très grands directeurs sportifs, ça a été un peu compliqué. Mais on s'est dit que rajouter des grands agents, à l'image par exemple de Didier Coton, qui a été l'agent de Mika Hakkinen, qui est aujourd'hui l'agent de Valtteri Bottas, qui est chez Mercedes, de Jérôme Coupes, qui est le plus grand agent mondial dans l'e-sport. On trouvait que c'était intéressant parce que ça apporte un regard qui est quand même très large. Et quand on évoque le management, souvent on essaye d'être précis sur des sujets. Et finalement, c'est quelque chose qui est vraiment global. Donc, c'est plein de petits sujets qui s'emboîtent. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire quelque chose de vraiment le plus complet possible. Et ça fait plus de 30 entretiens au total. Ouais. Philippe, tu avais déjà été auteur d'un livre qui s'appelait L'entraîneur idéal. Tu as une fascination particulière pour les coachs ou... C'est une bonne question. C'est celle qui revient en ce moment le plus souvent. Parce qu'on me dit t'écris beaucoup sur le management. Mais ça tombe bien parce que avec la période actuelle, en fait, il y a eu la fameuse annonce par rapport au nouveau confinement. En fait, c'est pas par rapport les coachs me fascinent. Ce qui me fascine le plus, c'est les postes à gestion. Parce que un directeur, je peux être très fasciné. Par exemple, j'habite à Toulouse. On a un Leclerc qui s'appelle le Leclerc Blagnac, enfin un peu publicité. Et ça m'est déjà arrivé d'échanger avec leur directeur parce que je trouvais que tout était parfait quand tu rentrais dans ce magasin-là. Donc en fait, moi, je suis plutôt fasciné. Ouais, ça peut un peu psychopathe, tu vois. Je trouvais que les rayons étaient bien faits et tout. Le mec doit être bon et finalement, le mec est vraiment très très bon. J'ai pu échanger un peu avec lui, le mec est vraiment très très bon. Donc je suis un peu fasciné par ce que j'appellerais l'optimisation de la performance. Et donc pour revenir par exemple sur l'allocution hier d'Emmanuel Macron, moi j'adore en fait quand les gens sont capables de dire c'est Dupont-Aignan qui a sorti moi si j'étais à la place de Macron ça se passerait mieux, je ferais des choses comme si. En fait on se rend compte très vite à ces postes que tout le monde a un avis sur la question, mais quand les gens se retrouvent à cette position là, souvent ils sont incapables de prendre des décisions. Et moi ça me fascine les gens justement qui sont capables de prendre ce genre de décisions. Ça m'a toujours fasciné parce que j'aime pas les gens qui se plaignent en fait, comme dit Jardim, ancien entraîneur de l'AS Monaco. J'aime bien les gens qui sont arrivés et qui cherchent plutôt des solutions invisibles, parce que souvent dans les milieux où tu as des références management, c'est toujours des choses invisibles et il faut un peu se poser la tête pour trouver comment améliorer les choses, généralement. Philippe est sorti il y a quelques semaines Secret de Coach, un docu pour Netflix produit par LeBron James qui se plonge justement dans la vie des coachs. Il y a le doc Amazon aussi sur Tottenham qui est presque devenu finalement un doc sur Mourinho et sur ses méthodes de travail.
T'as la sensation qu'il y a un regain d'intérêt pour les hommes sur le banc? Thibaut Leplat, auteur sur le football et même un peu plus que ça, auteur sur la philosophie, on pourrait élargir un peu vu la compétence du bonhomme. Lui expliquait très bien dans sa biographie sur Mourinho, le cas Mourinho. Le métier de coach a changé quand José Mourinho est arrivé et à l'échelle internationale. On parle pas seulement à l'échelle du football. Là, il y a des gens qui vont rire et qui vont me dire mais tu grossis le personnage parce que tu dois l'apprécier sans doute. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Patrick Moratoglou au téléphone, qui est l'entraîneur de Serena Williams. Mais lui me l'a dit clairement, en fait. Clairement, voilà, quand Mourinho est arrivé, il y a eu un boom. Et je pense que le gain, entre guillemets, médiatique par rapport au coach est arrivé à cette période-là. Donc, on se situe vers 2009, 2010, avec son grand pic à l'Inter Milan. Parce que lui avait cette capacité à être plus doué sur la communication, à utiliser des registres auxquels on pensait même pas. Genre, le costume Cerutti au bord de la touche, c'est Mourinho. Hein. Avant, il y avait des mecs qui se mettaient en costume. On rigolait surtout du coach quand il s'habillait mal, avec une sorte de parka, un truc un peu à l'ancienne, on va dire. Donc lui a apporté ce côté-là. Progressivement, oui, effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt, mais au-delà de l'intérêt sur le métier de coach dans le sport, je pense que c'est quelque chose qui est entre guillemets de plus en plus démocratisé dans toutes les professions, de plus en plus. Alors parfois à tort, parce que par exemple j'entends beaucoup coach en entreprise, coach nutrition, coach machin, etc. J'ai l'impression que le mot a été un petit peu banalisé. Après, ça me prendrait des heures parce que ça c'est un des sujets sur lesquels j'ai envie d'écrire. Mais effectivement, oui, t'as un intérêt qui est grandissant pour les coachs. Pourquoi exactement, je sais pas. Je pourrais pas t'expliquer. Je pense que ce qui intéresse les gens, peut-être ils sont aussi curieux dans la même démarche que je te disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'optimisation de la performance. Et puis surtout, c'est pour ça que le livre ouvre sur une discussion de Moneyball, le film. Ce qui est intéressant quand même, c'est quand tu es dans une entreprise, et ça, je pense que tout le monde l'a vécu un jour ou l'autre. Tu es dans une entreprise et tu vois les dépenses, tu vois comment le mec au-dessus de toi gère, et tu te dis, il est pas exceptionnel. En fait, je pourrais le faire. Et le truc, c'est que je pense que depuis l'enfance, depuis l'école, tu apprends souvent à rester dans un cadre, en fait. La part de créativité d'un élève, ou peu importe l'école où il se situe, elle est quand même très, très, très limitée. Et la part de gestion aussi. Enfin, tu vas t'asseoir en cours et t'écoutes ce qu'on te dit, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as des gens qui veulent rattraper ça et après se dire, oui, moi aussi, je peux être décisionnaire. Philippe, quel regard tu portes sur la jeune génération d'entraîneurs français dont font partie Julien Stéphan et Stéphane Jobard, et même sur la jeune génération tout court, Nagelsmann, De Zerbi, mais aussi Eddie Howe ou Domenico Tedesco? C'est le résultat de ce combat entre Guardiola et Mourinho, parce qu'il y a 5 ans, on parlait de possession, on parlait pas de transition rapide. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de transition rapide. Donc, je pense que cette génération s'est nourrie de ça, de ce grand duel entre Mourinho et Guardiola qui est légendaire. Hein. Pour moi, tu vois, on parle Cristiano Ronaldo et Messi, c'est un duel légendaire. Pour moi, Mourinho et Guardiola, c'est exactement au même niveau. Dans un autre registre, évidemment, parce qu'ils sont pas battus sur le terrain, mais t'as des petits trucs hyper intéressants. Et donc, je pense que cette génération est très intéressante parce qu'elle s'est servie de ça. Et au final, t'as moins alors, désolé pour lui, mais je l'adore quand même, hein, José Mourinho. T'as moins d'entraîneurs destructeurs dans le jeu et t'en as beaucoup plus dans une recherche de bien jouer égale victoire. Et ça, c'est intéressant parce que, mine de rien, le sport reste un spectacle. J'adore José Mourinho, j'adore comment il joue. Moi, j'aime bien comment il joue. En tout cas, il y a des matchs que je trouve phénoménal, mais je comprends que ça ne touche pas une grande partie du public. Et je pense qu'au-delà du fait de cette génération qui a compris ça, alors ça, c'est le sujet de mon prochain livre. C'est qu'on vit dans une période assez dramatique. C'est pour ça que c'est important aussi que les sports continuent à être diffusés. C'est que c'est du divertissement et c'est peut-être la seule chose qui peut apporter une part de bonheur aux gens actuellement. Et je pense que tu as beaucoup d'entraîneurs qui ont compris ça à partir du moment où, en tout cas en France, ce qu'il faut noter, c'est que je pense que tu as beaucoup d'entraîneurs, je connais pas du tout Julien Stéphan, mais je pense que il doit être aussi à peu près dans cette démarche-là, de se dire, entre guillemets, déjà le bien joué égale le résultat, et puis les gamins d'aujourd'hui, ça c'est Benzema qui l'explique très bien, ils veulent pas qu'on leur parle de guerre sur le terrain, d'opération commando, on va tous souffrir, il faut que ça soit difficile, etc. Les joueurs, ils veulent qu'on leur parle de plaisir, toucher le ballon, mettre des buts, etc. Tu vois. Alors ça dépend des pays où tu te trouves, parce que tu vas en Uruguay, ils s'en foutent un peu, c'est un peu du football. Mais en France, en tout cas, je trouve qu'il y a une mentalité qui est très intéressante, qui est en train d'évoluer par rapport à ça. C'était pas trop dur de les approcher? Parce qu'on a l'impression aussi chez eux d'une certaine paranoïa, la sensation d'être tout le temps critiqués. Est-ce qu'ils ont accepté facilement de se confier pour le livre? Alors, en fait, ça me permet de donner un autre sujet, c'est que si tu regardes, il y en a une femme sur 31 entretiens. Alors, c'est un regret, mais le truc, c'est que quand on a été contacté des femmes, et je m'attendais pas du tout à cette réponse, sincèrement, j'ai trouvé ça très beau, il y a certaines femmes qui ont refusé de participer au livre pour une question d'humilité.
Et j'ai trouvé ça, vu les palmarès des personnes qu'on a contactées, moi j'avais envie de leur dire, vous avez l'humilité, mais le palmarès, il est cool, quoi, donc on aimerait bien vous avoir. Donc il y a certaines personnes qui nous ont dit ça. Donc oui, tu as des personnes qui ont refusé, un peu par paranoïa, je sais pas par paranoïa ou pas, mais peut-être par manque de confiance aussi. C'est-à-dire que moi, il y a sur les 31 entretiens, il y a eu 4 relectures, je crois, et les autres nous ont fait confiance de façon aveugle quasiment. Et c'est pour ça que moi, je répétais tout le temps à mes co-auteurs, au-delà du fait qu'on est en train de réaliser un livre qui sera peut-être très intéressant, très qualitatif, mesurez la chance que vous avez qu'un type vienne se mettre 2 heures en face de vous, il accepte de vous raconter des choses qui sont jamais sorties en interview, parce que il y a des entretiens où j'ai fait toute la revue de presse depuis 20 ans que le mec est entraîneur, où j'ai pu me rendre compte de la qualité des entretiens qu'on avait. Donc je leur disais bien, mesurez la chance que vous avez, et surtout quand vous recopiez, soyez totalement fidèles aux propos, parce que entre guillemets, je dis, c'est nous 3 qui sont incriminés dans le projet, puis les autres co-auteurs. Moi, je veux pas de soucis, c'est ma façon de travailler, je veux aucun souci avec les entraîneurs, je veux pas qu'un mec c'est pas que moi je veux pas de soucis surtout, c'est que je veux pas qu'un entraîneur ait un souci avec quelqu'un parce qu'on aurait mal recopié quelque chose. Alors il y a un entretien où ça va être un peu plus complexe, parce que il s'appelle Philippe Lucas et il a un franc-parler qui est exceptionnel et c'est un de mes entretiens préférés, c'est une personne que j'adore vraiment, c'est un mec en or je trouve. Mais non, on a été vraiment, je pense, bienveillant par rapport à eux, et je pense qu'ils ont apprécié pour la plupart des entretiens. Didier Deschamps a refusé instantanément. Je peux pas dire que je le connais un peu, mais je l'ai déjà fait en interview, puis on avait échangé un peu, et il m'a dit très clairement, moi je participe à un projet collectif, mais je comprends entièrement pourquoi, parce que moi je serais dans la même démarche que lui, sincèrement je refuserais, parce que si je sais pas qui il y a derrière dans le livre, et j'ai pas eu accès aux entretiens, imagine quelqu'un qui dit, je sais pas, imagine te prends José Anigo dans le livre et je lui dis pas, et José Anigo le détruit, et Deschamps a pas pu se défendre, etc. Donc Deschamps c'est quelqu'un qui est très très intelligent. Enfin, pour moi de toute façon on est sur le livre finit sur un papier sur Deschamps, c'est pas anodin, c'est le mec que j'estime le plus. On a Claude Onesta qui a sans doute dû refuser, mais vu qu'il nous a pas répondu après Tissu Relance, je pense qu'il a refusé, mais je sais pas, apparemment il avait pas trop envie de me répondre. Je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a permis de voir aussi, c'est que il y a comment sont les personnes en on et comment elles sont en off, et très sincèrement je lâcherai pas tous les noms non plus de ceux qui ont refusé, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient se dire que quand t'es contacté un certain nombre de fois, et attention, on n'a pas envoyé un message de 2 lignes avec le bonjour, on fait un livre, on voudrait une interview, c'était un peu plus sérieux que ça. Je pense que la moindre des corrections c'est de répondre, et c'est pour ça que j'ai apprécié Didier Deschamps, j'ai toujours apprécié Didier Deschamps, mais c'est pour ça que quand lui m'a répondu en refusant avec un message de la taille d'une page A4 entière ou presque, je me dis voilà, là on est sur quelqu'un qui a du respect pour les autres et qui a un vrai manager. J'ai un manager qui nous a demandé presque 30 ou 40 000 euros pour participer au livre, et le mec était le moins connu de la liste, tu vois, et le mec me dit si je mets mon nom sur le livre, vous allez vendre des exemplaires en plus. C'était le moins connu de la liste. Je lui ai présenté la liste avec les 30 managers, je regarde ton palmarès, et regarde le palmarès à côté. Le type était capable de demander 40 000 euros, quoi. Donc, en France, t'as des gens je pense qu'ils ont un problème avec la réalité, et entre guillemets, ils se la racontent un peu, quoi. C'est un bon problème. Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à mes questions. Je vous rappelle que Les plus grands managers du sport se confient est sorti hier aux éditions Amphora. Co-auteurs Baptiste Fauriel, Philippe Rodier et Emmanuel Touzeau. Quant à nous, c'est l'heure du 3e round de notre tour des clubs. Réunie hier soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné Reda Hammach. Le directeur sportif du Nîmes Olympique est suspendu pour plusieurs mois, 5 mois exactement, dont 2 avec sursis, suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle. Alors Reda Hammach est sanctionné pour son comportement lors de la mi-temps entre Nîmes et le Paris Saint-Germain à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Il avait haussé le ton face au corps arbitral. Le rapport de Clément Turpin, le central de cette rencontre, mentionnait notamment que M. Hammach avait menacé le 4e arbitre de la rencontre. Parfois bousculé, hier soir en Turquie, le Paris Saint-Germain s'est fait peur avant de finalement s'imposer 2-0 face à l'Istanbul Başakşehir. Et la performance du soir à souligner, c'est celle de Moïse Kean, auteur d'un doublé. Il a sauvé les siens et c'est inédit. Jamais un joueur du PSG n'avait inscrit 2 buts pour sa première titularisation en Ligue des Champions. En plus de ça, l'Italien est devenu à 20 ans le plus jeune joueur de l'histoire du club à marquer un doublé en C1. Alors si ce match ne restera pas dans les annales, Kean, lui, est bien entré dans l'histoire. Vous êtes un avant-centre ou un attaquant qui est plus à l'aise sur les côtés. C'est quoi votre poste de prédilection, Moïse Kean ? Marquer des buts.
L'addition aurait pu être plus lourde pour Rennes, battu 1-0 hier soir sur la pelouse du FC Séville. Les hommes de Julien Stéphan n'ont rien pu faire et auraient même pu sombrer. Et alors que je vous parlais des expected goals côté marseillais mardi, les Rennais n'ont tenté leur chance qu'à 2 reprises. Hier soir, 2 petites occasions. C'est le total le plus faible cette saison pour une équipe en Ligue des Champions. Une mauvaise et une bonne nouvelle à retenir hier soir. La mauvaise, c'est la blessure de Benjamin Bourigeaud, remplacé en début de seconde période. Et ça m'amène à la bonne nouvelle, remplacé par James Lea Siliki, qui faisait son retour en compétition officielle 2 mois après sa blessure en amicale contre Saint-Etienne. À Saint-Etienne, justement, que se passe-t-il autour de la prolongation de Romain Hamouma? Je vous en parlais déjà il y a 10 jours. Cadre du vestiaire, vice-capitaine, auteur de 3 buts et d'une passe D en Ligue 1 depuis le début de saison, Hamouma est le joueur le plus prolifique de l'effectif de Claude Puel. Et pourtant, l'ailier qui arrivera en fin de contrat au mois de juin n'a toujours pas reçu de proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Mats Hussels, sérieusement blessé depuis le début de saison, Strasbourg s'en est remis à Bingourou Kamara pour tenir les cages du Racing. Mais le club cherche toujours un gardien. Après Moisassen à Brest, c'est un autre portier tunisien qui pourrait débarquer en Ligue 1, puisque le profil du gardien du CS Sfaxien, Aymen Damen, 23 ans, aurait tapé dans l'œil des frères Keller. L'international U23 tunisien pourrait être libéré par Sfax contre une indemnité de 1,5 million d'euros. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour tout savoir de la 9e journée de Ligue 1 qui vous attend. Très bonne soirée à tous.